Bienvenue dans ce webinaire numéro 4 sur les modèles économiques des graphes PV. L'idée de ces webinaires, c'est bien que ce soit très pédagogique et on reprend les bases. C'est aussi, je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont des experts quasiment du sujet, donc c'est aussi un outil pour vous, mais aussi un outil à destination de vos coopérateurs. N'hésitez pas à l'utiliser en local pour faire monter en compétence des gens dans vos collectifs et pour ne plus être parfois tout seul sur cette question, puisqu'on sait très bien que c'est pas la question qui anime le plus les foules. Et du coup, c'est toujours dur de recruter de trouver des bénévoles sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à déjà leur diffuser cette première info. Ça vous permet vous de lancer le sujet et par la suite de faire des groupes de travail à plusieurs, d'élargir un peu votre cercle de gestion économique dans vos groupes. Donc, petit rappel des épisodes précédents. Donc, on a déjà fait 3 webinaires. Je vous ai fait un rappel. Donc, pourquoi on fait des modèles économiques? C'est en fait, on fait le business plan de la société qu'on est en train de créer. Ce business plan, c'est pour expliquer à nous-mêmes et à nos partenaires qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quels risques on prend, quels risques on prend pas, comment on s'assure, etc. Donc, en fait, tous les termes qui sont un peu jargonneux, etc., on va les mettre dans ce modèle, dans ce business plan qui va contenir un modèle économique, mais voilà, dans ce plan d'affaires, on va bien expliquer pourquoi qu'est-ce qu'on est en train de monter comme société, notamment quand on va avoir une banque classique. Si on lui demande des emprunts sur 15 ans, au départ, elle va nous regarder un peu avec des grands yeux, à pas trop bien comprendre, et ils vont nous rediriger petit à petit vers des services un peu spécialisés, puisque du financement sur 15 ans, par exemple, c'est pas du tout classique, donc il faut l'expliquer dans un modèle économique pour pouvoir parler avec nos partenaires. Le contenu, c'est beaucoup de chiffres, on en avait pas mal parlé, et du coup les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on a un modèle économique et des tableurs très sérieux qu'ils disent la vérité. Si on met des hypothèses fausses et si on fait des calculs faux, on a des aberrations à la fin, et on pourrait très bien prendre des décisions et engager des frais sur des fausses informations et du coup se planter littéralement. Et comme on implique souvent nos voisins, nos grands-parents, nos cousins, etc., on n'a pas trop envie de se planter, on a envie d'être sérieux sur le contenu, donc il faut vraiment faire attention. Ces chiffres, ils ont l'air sérieux, mais il faut qu'ils le soient vraiment, quoi. Du coup, ensuite, on a parlé un peu des coûts du photovoltaïque, donc sur la partie CAPEX en développement et la partie OPEX en exploitation. On a vu la notion d'amortissement. Hop, il y a une petite animation. Donc voilà comment les coûts, les capex, on va venir les amortir sur la durée de l'installation. Donc très souvent en photovoltaïque, on va se baser sur la durée du contrat d'achat. Donc 20 ans si on a une obligation d'achat, mais pourquoi pas 30 ans si on a une autoconsommation ou en contrat de long terme, en PPA. Donc, je passe rapidement. Voilà. On a vu les différences entre le compte de résultat et la trésorerie. Donc, le compte de résultat, c'est bien le global des mouvements sur l'année, et puis ça va nous permettre de calculer notamment ce qu'on doit aux impôts. Alors que la trésorerie, c'est vraiment le quotidien. Qu'est-ce qu'il y a sur le compte au quotidien? Et là, on peut pas être dans le négatif, alors que en résultat, on peut être en négatif. Les courbes, du coup, vont être très différentes entre le compte de résultat et la trésorerie. On a vu un peu plus dans le détail, on est rentré un peu dans les calculs et les tableaux. Donc là, c'est la partie qui faisait un petit peu mal aux yeux, puisque sur un écran afficher autant de chiffres, c'est pas forcément l'idéal. Donc la différence avec les comptes de trésorerie, et on a aussi vu un peu ce qui pouvait être en dividende distribuable selon les types de statuts. Il y avait des gros impacts là-dessus. Et on a commencé à voir les indicateurs, la CAF, la VAN, le TRI et quelques autres qui sont détaillés dans le webinaire 3. Et sur le webinaire 3, on a commencé tout juste à parler du bilan, et donc c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Donc voilà, on avait vu un peu ce qu'était l'actif et le passif, et surtout la notion que les deux doivent être strictement égaux. C'est d'un côté où est-ce qu'on est allé chercher les fonds, et de l'autre côté ce qu'on fait des fonds. Donc forcément, les deux sont strictement égaux. Du coup, dans ce webinaire numéro 4, on va voir le bilan, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, quelques ratios à analyser, et ensuite on verra la partie financement. Et du coup, Sylvain, qui est avec nous parlera de l'offre EPNEF, justement qui est une des offres de financement qui va
permettre notamment de faire le lien entre la partie développement et la partie exploitation et construction et exploitation, avec du coup, c'est souvent des financements différents comme on va le voir, et l'offre EPNF permet justement d'avoir un partenariat qui se lisse sur toutes ces étapes-là et qui est bien pratique notamment pour les grappes. Donc voilà, Sylvain nous détaillera un peu plus cette étape-là. Alors, je vois dans la question, est-ce qu'il y a un document fichier support à avoir pour suivre les explications? Alors, logiquement, Mathieu, il y a un partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit mon partage d'écran? Est-ce que tout le monde est dans le noir? Est-ce que je parle sans support ou est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, on voit le support. Et c'est OK pour Mathieu. Parfait. Donc, on peut continuer tranquillement. Alors non, il n'y a pas de fichier Excel à côté. Les fichiers Excel, les exemples là, qui sont en capture d'écran, c'est un outil qui est en cours de mise en place, qui va donner lieu à des groupes de travail, notamment après cette série de webinaires, pour avancer un peu plus dans le détail et avoir les bonnes formules de calcul. Et c'est surtout un outil pour l'instant qui produit des chiffres, mais comme on a vu, il faut qu'il soit plus audité et qu'il soit plus travaillé pour être vraiment quelque chose de fiable et de carré. Donc pour l'instant, il n'est pas diffusable en l'état, parce que ce serait un peu dangereux de l'utiliser. C'est un peu problématique de tous ces BP qui circulent dans le réseau, c'est que ils sont très clairs pour celui qui les a conçus, mais dès qu'une deuxième personne vient et commence à modifier les formules, on peut y avoir des modifications qui vont impacter d'autres formules à un autre endroit sans qu'on le voit directement, et donc ce qui peut créer pas mal de bugs et alors soit ça crée un bug et puis il nous met des erreurs partout et là on l'a détecté, soit ça crée des erreurs de calcul et on les voit pas parce qu'il y a beaucoup de chiffres à manipuler, donc ça finit par être compliqué de tout voir. Et on peut avoir quelque chose qui se met en négatif ou de positif et avoir du coup des résultats très très faux à la fin, quoi. Donc c'est un peu dangereux ces outils. Donc l'idée c'est de commencer à en partager un et de le faire évoluer, mais qui soit édité par plusieurs membres du réseau. Comme ça, on aura quelque chose de bien plus carré, bien plus sûr. Donc ça, ce sera la suite du groupe de travail Modèle Eco. Donc pour aujourd'hui, le bilan et le financement, c'est parti. Donc, on a vu le bilan classique. Donc là, je redétaille un petit peu qu'est-ce qu'on met dans le bilan. Donc la grande différence entre le bilan et ce qu'on a vu avant, le compte du résultat, c'est que le compte du résultat, c'est le film de tout ce qui s'est passé sur l'année, et le bilan, c'est la photo au 31 décembre de l'année. Alors sauf si la société a une périodicité différente, mais très souvent c'est le 31 décembre de l'année. On fait la photo de tout ce qu'on possède et de toutes nos ressources. Donc voilà, de l'actif et de passif, et on voit, et donc ces deux éléments-là vont être égaux. Et du coup, voilà, on va bien pouvoir vérifier tout ce qu'on possède, tout ce qu'on doit, et avec des ajustements entre les deux. C'est notamment les dettes qu'on n'a pas encore payées, donc on n'a pas sorti notre trésorerie, mais qu'on doit à un fournisseur. Là, ça va apparaître. Voilà, on va tout avoir au 31/12 dans ce bilan pour connaître tout le patrimoine de la société. Ça rame un peu de mon côté, je sais pas pour vous, donc je vais couper la caméra pour être tranquille. On n'ait pas de déconnexion. Voilà. L'important, c'est le support. Donc, dans ce bilan, on va avoir d'un côté les actifs que je vais détailler. Donc, on va avoir les immobilisations. Donc, ça, c'est tout ce qui va être bien durable dans le temps, tout ce qu'on va utiliser pour permettre à la société de créer des services. Donc, ça peut être du matériel ou de l'immatériel. Et surtout, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être vendu séparément de l'activité. Donc, ça peut être un local, ça peut être une installation photovoltaïque. Voilà, l'installation photovoltaïque, on pourrait très bien vendre l'installation à quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser. Voilà, donc c'est toutes les possessions matérielles et immatérielles dans la durée de la société. Donc, ne va pas rentrer là-dedans, notamment tout le petit mobilier de bureau, etc. Enfin des agrafes et des agrafeuses, ça va pas rentrer là-dedans. C'est vraiment tous les biens qui vont être qui sont conséquents. Ça peut être aussi des immobilisations financières, donc notamment des actions ou des parts sociales dans une autre société. Donc ça, c'est des montages qui sont quand même assez courants dans le réseau. Dans les grappes PV, on est très souvent à posséder en direct les installations, mais pour une grosse installation, on pourrait très bien avoir des partenaires et du coup avoir créé une filiale commune dans laquelle la société, la grappe PV, aurait des actions. Du coup, elle aurait une immobilisation avec des actions et des parts sociales.
enfin des actions ou des parts sociales. Donc, elle posséderait une partie de capital d'une autre société. Hop. Donc les stocks, en photovoltaïque, ça va pas trop nous concerner. Sinon, on imagine bien ce que c'est. Hein. C'est chaque année, on fait l'inventaire de tous les produits qui nous restent dans l'entreprise et puis on va les valoriser. Il y a différentes méthodes, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, ça, c'est vraiment la partie qui concerne moi en photovoltaïque, puisque on ne stocke pas l'électricité. Mais on pourrait avoir un stock de panneaux, on pourrait avoir quelques onduleurs qu'on aurait achetés en avance. Voilà, on pourrait avoir un petit peu de stock, mais ce serait vraiment très anecdotique et c'est pas le modèle courant, quoi. Dans les créances clients, on va avoir la production de l'année qui n'est pas encore facturée. Donc très souvent sur les installations, notamment les petites installations, on va faire une facture par an à EDF ou à Enercop ou voilà, en obligation d'achat. Et du coup, imaginons que la date anniversaire du contrat, ce soit le 30 mars, toute la partie du 1er avril jusqu'au 31/12, c'est la production qu'on a bien réalisée sur l'année, mais on l'a pas encore facturée. Du coup, ça va rentrer dans les créances clients, c'est de la production en attente de facturation. On sait qu'elle a produite, on sait qu'elle va être valorisée parce qu'il y a un contrat dessus, donc on est certain que cette créance va être facturée et payée. Mais pour autant, voilà, il n'est pas encore dans les factures, donc il faut bien pouvoir la comptabiliser quelque part. Donc là, on va faire alors soit une estimation, soit on va regarder le compteur au 31/12 et on va le comparer avec la date anniversaire à laquelle on avait fait la dernière facture. Et on va dire, voilà, cette quantité d'énergie fois le tarif de l'année, ce sera une facture à attendre. Donc on va le prendre en compte dans le bilan de l'entreprise. On va aussi trouver ici les comptes courants d'associés dans les filiales. Donc, on a en immobilisation, on avait tout à l'heure les immobilisations financières. Ici, donc là, c'était vraiment les parts de capital, donc soit en action, soit en part sociale. Et on va retrouver dans les créances clients les comptes courants d'associés. Alors ça, c'est vraiment le point de vue comptable. Et ce, même s'ils sont bloqués sur la durée. On va les mettre en créance client. Par contre, si on regarde d'un point de vue, on le verra tout à l'heure, plutôt financement, ces comptes courants d'associés qui seront bloqués, ils seront considérés comme une immobilisation et ils seront considérés dans la société filiale comme des quasi-fonds propres. Donc là, il y a vraiment le regard comptable qui est un peu différent du regard du financeur. Et la trésorerie, donc c'est la photo des dispos sur le compte, ça c'est relativement basique. Ensuite, dans la partie fonds propres, donc là, on a plein de choses qu'on connaît et puis des choses qu'on voit un peu moins souvent. Donc, on a le capital social, les réserves qu'on a constituées petit à petit. Donc là, on peut en constituer. De toute façon, chaque année, l'AG peut décider de créer des réserves, mais souvent, selon les statuts, on a aussi des réserves qui sont obligatoires. On va avoir ici les subventions d'investissement qui vont apparaître et qui seront amorties. Donc ça, on l'a bien détaillé dans le webinaire 3. Comment une subvention arrive et comment elle est amortie. Donc chaque année, en même temps que l'immobilisation va être amortie, de l'autre côté, la subvention va être amortie et donc du coup le bilan va réduire petit à petit en parallèle des deux côtés. On a les reports à nouveau, alors qu'ils soient positifs ou négatifs. Souvent, en début d'activité, on va avoir plusieurs fois un résultat négatif et du coup, on va avoir un report à nouveau qui va se creuser un peu en négatif, puis après, il va remonter. On a aussi le résultat de l'exercice, donc là, qui soit positif et négatif. Et on peut avoir aussi les titres participatifs dans les cycles qui rentreraient dans les fonds propres. Par contre, les comptes courants d'associés, eux, qui est une autre méthode, rentreront dans les dettes long terme. Là encore, c'est vraiment d'un point de vue comptable, alors que d'un point de vue du financement, on va considérer ces comptes courants d'associés, notamment s'ils sont bloqués sur une durée, on va les considérer comme des quasi-fonds propres. Donc là, il y a une différence encore de traitement entre le comptable et le financeur. Une différence de lecture. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais quand même continuer un peu et puis on va traiter d'autres questions juste après. Donc, dans les dettes long terme, on va retrouver toutes les dettes qui vont s'étaler sur plus d'un an. C'est un peu la différence entre le long terme et le court terme. Dès qu'on a contractualisé des dettes sur plus d'un an, elle va se retrouver ici. Donc, ça va être notamment les emprunts bancaires en photovoltaïque qui vont être de 15 ans. Ça peut être les comptes courants d'associés et ça peut être les obligations. Donc, les obligations, on en utilise peu là dans le réseau.
C'est quand même assez rare. Ça va être plutôt sur des comptes projets, donc ça ne concerne pas trop les grades privés. Ce qu'il faut faire attention donc avec les comptes courants des associés et des obligations, c'est que d'un côté, ici, c'est bien de la dette long terme, c'est considéré comme ça d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue, pardon, excusez-moi, je suis en télétravail aussi, donc là, il va y avoir un petit peu de bruit. C'est pas hyper pratique. Donc, dette long terme, plus d'1 an, dette court terme, moins d'1 an, et les comptes courants associés et les obligations, c'est bien de la dette d'un point de vue comptable, mais ce sera des quasi-fonds propres d'un point de vue du financeur. Hop. Donc, dans les dettes court terme, on va notamment avoir les avances en TVA. Donc, mais dans le photovoltaïque, il y aura pas grand chose en dette court terme. Il pourrait y avoir, voilà, si on s'est fait financer par la banque de l'avance de TVA, parce qu'on a été obligé de sortir de la TVA avant qu'elle nous soit remboursée et qu'on n'a pas remboursé au 31/12, ça va être là-dedans. J'ai pas beaucoup d'exemples là-dessus, mais voilà, ça va être toutes les dettes court terme. Et puis ensuite, dans les dettes court terme, alors c'est assimilé aux dettes court terme, mais on peut le différencier un peu. C'est les dettes aux fournisseurs, donc notamment, on peut avoir une facture de l'expert comptable qui est arrivée le 31/12, et du coup 31/12, on ne l'aura pas payé. On peut avoir une installation qui est en cours. Du coup, on a reçu la facture le 20 décembre de l'installateur, mais on n'a pas encore payé, donc ce sera dette aux fournisseurs. Ouais, ça va être donc c'est soit les dettes qu'on n'a pas encore réglées, soit les dettes qui sont pas encore parvenues. Vous savez très bien qu'en début d'année, courant janvier, on va recevoir plein de factures datées du 31/12, c'est un peu les factures de régules sur l'année, pour bien facturer des prestations qui ont eu lieu effectivement dans l'année précédente sur la bonne année en fait. Alors, du coup, on va prendre les quelques questions. Donc, question de Serge. La production non encore vendue passe au 31 décembre dans la passe du coup en créance client, en attente soit de facturation, soit en attente de règlement, mais elle passe pas en stock. Les factures clients émises mais non reçues sont aussi, oui, c'est ça. Donc soit en fait on n'a pas encore émis la facture, soit on a émis la facture, mais elle n'a pas été soit payée par le client. EDF, par exemple, peut avoir des délais de paiement qui sont relativement longs, voire totalement ésotériques dans certains cas. Ça, on le sait. Tous ceux qui ont déjà eu affaire à EDF OA le savent, et puis les autres le savent aussi, parce que ça fait souvent grincer des dents dans le réseau. Donc, à chaque fois qu'on se voit, il y a des petits pics sur EDF. Donc voilà, ça peut être des choses un peu longues. En créance client selon le support. Alors là, ça devait être une réponse à des questions d'avant. Je vois pas trop. Si vous pouvez détailler. Et que sont les titres participatifs pour les SIC? Donc, les titres participatifs, c'est des obligations qui sont spécifiques au monde des SIC et des SCOP, donc au monde des coopératives. Et donc, ce sont des titres, ce sont des obligations qui sont ouvertes à tout le monde, pas seulement aux associés. Tout le monde peut en souscrire. Et par contre, le titre participatif a plusieurs particularités, mais notamment le fait que le titre participatif, il a une durée de vie minimum de 7 ans. Donc, c'est une obligation avec une durée de vie minimum de 7 ans. Et chaque année, avant l'AG, on doit réunir tous les porteurs de titres participatifs en session pour qu'ils puissent avoir de l'information. Et il y a des décisions qui peuvent leur être soumises aussi. Voilà, c'est un mode de financement spécifique aux coopératives. S'il y a d'autres questions, là, je vous laisse une minute pour... Oui, titre participatif dédié au SASIC. Je peux préciser, mais c'est pas possible pour les SAS, en tout cas pas pour l'instant. Et les récentes modifications n'ont pas modifié. Ok, donc il y a une partie des productions non vendues qui peuvent être en stock. Je suis pas sûr que, d'un point de vue du résultat, de toute façon, ça va rien changer. Donc moi j'ai vu à chaque fois, j'ai repris là des bilans avant, pour faire le webinaire, et ça apparaissait toujours en créance client, donc en créance client, soit non parvenu, soit non payé. Donc vraiment, les deux semblent possibles. Le bilan comptable général peut être interprété aussi un peu par les experts comptables, donc il y a là-dessus pas de drame.
en tout cas, en termes de résultats, ça va bien être déduit exactement de la même façon. Donc, ça change pas la sincérité des comptes. Sur le bilan, quelques ratios qui sont souvent regardés. Donc, ça va être les fonds propres sur le capital. Donc, dans les fonds propres, on a vu qu'il n'y avait pas que le capital, il peut y avoir aussi toutes les réserves, les reports à nouveau, etc. Du coup, c'est un ratio qui va être étudié, et quand du coup les fonds propres sont plus faibles que le capital, ce qui arrive notamment en début, c'est une information qui va intéresser les financiers, puisque ça peut être, ils vont creuser en fait cette information. S'ils voient que les fonds propres sont inférieurs au capital, ils vont essayer de savoir pourquoi, comment, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est vraiment parce que c'est une phase d'investissement, est-ce que c'est un problème de gestion, ou est-ce que c'est une gestion saine, mais avec des explications sérieuses derrière qui justifient que les fonds propres soient aujourd'hui plus faibles que le capital. Ensuite, on a le ratio entre les fonds propres et la dette, donc souvent appelé le gearing, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que vont regarder les prêteurs, et le ratio, il va évoluer en fonction des secteurs. Donc, dans le photovoltaïque et dans les ENR en général, ce ratio, il peut monter à 70-80%, ce qui serait pas du tout le cas dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, ici, dans notre petit monde des ENR, on peut monter sur ces ratios-là. Alors, on peut monter sur ces ratios-là, notamment dans le cadre de l'obligation d'achat, du coup, avec des systèmes de production qui sont assez stables et fiables dans le temps, et avec des contrats qui sont stables dans le temps aussi. On sait qu'on va vendre sur 20 ans. Du coup, il y a une grande confiance de la part des prêteurs qui permet de monter à ce niveau de dette là. Par contre, sur je sais pas, quelque chose qui serait en 100% autoconsommation, qui serait un peu moins fiable, un peu moins bordé, la banque, elle aura peut-être du mal à vous prêter autant d'argent, et vous demandera de faire un ratio peut-être 50-50 pour s'assurer que vous aussi vous croyez dans le projet. Et ensuite, il y a les actifs sur la dette. Donc tout ce qu'on possède en biens qui serait vendable sur la dette, pour voir en fait s'il y avait une liquidation, on serait capable de rembourser les dettes. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut intéresser la banque, qui est un peu moins utilisée en ENR, parce que je pense qu'il y a une suffisamment grande confiance, mais qui dans certains milieux va être très très regardé pour être à peu près certain que les dettes soient remboursables s'il y avait une liquidation de la structure. Est-ce qu'il y a des questions sur ces ratios? C'est des ratios qui sont assez basiques. Il y a beaucoup plus de ratios sur les parties compte de résultats et trésorerie à regarder que sur la partie bilan. Du coup, je reprends un exemple. Donc, on a vu un peu la dernière fois. Donc, en gros, le bilan dans le photovoltaïque, il va se resserrer un petit peu. Il y a des cases qui vont pas être très peu utilisées. Donc, les créances clients un petit peu, créances clients ou stock sur la partie non vendue, non encore facturée, mais voilà, le principal, ça va être les immobilisations qui vont vraiment bien écraser complètement le bilan. Et en face, les fonds propres et la dette. Et la dette long terme, la dette court terme, ça va vraiment être anecdotique ou passager. C'est fonds propres sur dette 80%. En gros, c'est 20% de fonds propres, 80% de dette, le ratio. Le ratio jusqu'auquel on peut monter assez facilement dans le photovoltaïque notamment. C'était une réponse à la question de Pierre. Eric, oui. tu avais dit que tu avais un bug sur l'outil question-réponse, mais il y a une question qui est posée sur ce chat-là de Nicolas. Si je comprends bien, il faut un expert comptable pour gérer le système. Une question qui alors, il faut pas forcément un expert comptable, mais avoir un comptable avec ça, c'est quand même pas mal. En fait, il faut la compétence comptable. Si vous en avez si vous avez la compétence comptable en bénévole, au moins pour le début, vous pouvez peut-être vous passer
d'un comptable, mais pour produire la liasse fiscale et du coup faire toutes les déclarations en fin d'année, enfin calculer le résultat proprement, il vous faut la compétence comptable. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Pouvoir passer toutes ces écritures d'un compte à l'autre, etc. Calculer les bonnes immobilisations, mettre tout au bon endroit, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc il y a vraiment une compétence derrière ça. Donc soit vous l'avez en bénévole et c'est très bien, mais par contre prévoyez peut-être que ce bénévole sera pas là pendant 20 à 30 ans pour gérer ça bénévolement, surtout si ça grandit. Donc dans les modèles économiques, il faut prévoir à un moment donné, peut-être pas au tout début, mais à un moment donné, il va falloir prévoir le comptable ou l'expert comptable. Et du coup, pour info, donc ouais, moi je vois pas les questions-réponses, mais Sylvain les voit. Donc voilà, si vous pouvez aussi utiliser cet outil-là, mais sinon il y a l'outil Converser qu'on voit tous pour répondre à vos questions. Du coup, on en était à le bilan en photovoltaïque, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, vraiment, on va la partie mobilisation et fonds propres dette long terme va écraser le bilan et rendre les autres lignes quasi anecdotiques en général. Du coup, on avait vu dans le webinaire 3 un exemple. Je vous le remets là. On n'a pas forcément. Là, c'était vraiment un but pédagogique, hein, donc on va pas rentrer dans le détail d'un bilan complet d'une société. Ce serait un peu trop lourd sur le temps qui nous est imparti. Mais globalement, la grande notion, c'est qu'on doit avoir d'un côté les immobilisations, de l'autre côté les fonds propres. Donc là, ici, on aurait 30% de fonds propres et 70% d'emprunts, donc de dette long terme. À chaque année, en fait, on va venir amortir ici une partie, et de l'autre côté, on va avoir du coup du résultat. Et la différence, du coup, c'est que la trésorerie va augmenter. Voilà, globalement, c'est ça le grand principe qu'il faut avoir en tête. C'est ce fonctionnement-là. Alors, du coup, j'ai plus rien qui s'affiche. Moi, je vois même plus l'outil Converser. Je suis désolé, j'ai pas de double écran. J'ai pas trop l'habitude de faire les webinaires comme ça. Je vais essayer de retrouver les conversations. S'il y a des questions sur le bilan, allez-y. Sinon, on passe à la partie financement. Là, je vois pas de nouvelles questions. Si j'en ai raté une. Mais a priori, ça semble bon. OK. Et du coup, on va passer à la partie financement. Donc, la partie financement, hein, le lien avec la partie d'avant, c'est bien sûr les fonds propres, la dette long terme. Où est-ce qu'on va les trouver en fait, qui va financer notre installation pour qu'on ait des sous à sortir en amont du projet. On a des projets qui nécessitent beaucoup de fonds et qui vont ensuite petit à petit se rembourser. Mais du coup, une grosse mission dans le montage de ces projets d'énergie renouvelable, c'est de trouver les fonds au départ et de faire en sorte que ces fonds puissent être rémunérés correctement et que toutes les dettes qu'on va les contracter soient viennent dans le projet, puisque la partie coût financier, la partie intérêt va représenter quand même une somme non négligeable dans le projet. Donc si on l'oublie, ça fait un modèle économique qui est complètement faux aussi. Du coup, dans les questions de financement, il y a des questions aussi qui sont très politiques, de qu'est-ce qu'on veut faire. Le sujet économique et l'argent, c'est un sujet éminemment politique, puisque même si on essaie de nous faire croire l'inverse très souvent, beaucoup de lois et de ce qu'on écrit va avoir on essaie de nous faire croire que c'est purement des raisonnements économiques, mais très souvent il y a des tensions politiques derrière. Donc les choix qu'on fait sur la lecture économique, c'est vraiment des choix qui sont pas qui peuvent sembler très rationnels, mais finalement qui vont être beaucoup aussi avec de l'interprétation derrière et du sociétal et du moral. Du coup, on a dans le réseau plein de façons de voir les choses différentes et je trouve ça hyper riche. Et du coup, il n'y a aucune bonne réponse. C'est un peu la clé de ce webinaire, c'est que finalement, ce webinaire va servir à se poser des questions, mais on n'a pas du tout de réponse sur le financement à vous apporter. Il y a plein de façons de faire. Il y en a aucune qui soit meilleure que l'autre.
Il y en a d'autres, certaines qui vont être plus rentables d'un point de vue économique, certaines qui vont être plus efficaces d'un point de vue de la mobilisation, d'autres qui vont être plus efficaces d'un point de vue rentabilisation du nombre de centrales qu'on peut faire sortir et du coup du nombre d'électrons verts qu'on va produire, d'autres qui seront plus rentables sur la sensibilisation, etc., etc. Donc voilà, il y a tellement de notions qui tournent autour de ça qu'il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Donc on peut aller du 100% citoyen en capital jusqu'à les citoyens amènent 51% des fonds propres juste pour garder la main sur le projet et 80% de tout ça c'est de la dette bancaire. Donc finalement ils amènent 10% des fonds. Donc on peut vraiment aller voir donc oui, ma phrase n'est pas forcément très claire. Donc là, sur le deuxième exemple, c'est on a 80% de dette bancaire. Du coup, il nous reste 20% du montant total à aller chercher. Et de ce montant, du coup, en fonds propres, et de ces fonds propres, il y aurait 51% en citoyens. Du coup, globalement, il y aurait 10% des fonds seulement qui seraient détenus par les citoyens. Ça veut dire qu'avec le même nombre d'euros collectés, ben, on ferait 10 fois plus de projets sur le deuxième modèle que sur le premier. Par contre, on n'aurait peut-être pas impliqué les gens de la même façon, etc., etc. Donc là, ça va dépendre de beaucoup de choses, le type de projet et la taille du projet. Sur des petits projets, bah, c'est aussi plus facile d'aller chercher du capital en direct. Sur des très gros projets, ça devient quasi impossible de trouver suffisamment d'épargne en local disponible avec des gens qui sont prêts à nous soutenir pour financer le projet. Donc là, il y a le type de projet, le coût du projet. Ça dépend du territoire, de la culture des acteurs en place. Est-ce que est-ce que c'est plutôt des profils d'entrepreneurs, des profils qui ont une vision de territoire de l'énergie et qui n'aiment pas du tout le monde financier, etc. Là, ça dépend complètement. Dans toutes les COP qui existent, il y a des lectures très très différentes de tout ça et du coup on va vraiment des deux extrêmes. Il y a des projets qui sont en 100% financement citoyen directement au capital et des projets où c'est beaucoup plus dilué, mais avec toujours une majorité dans les fonds propres qui soient citoyennes et du coup qui avec une gouvernance qui reste citoyenne. Voilà. Et autre règle, c'est qu'il y en a pas beaucoup en fait dans le financement. On peut avoir un peu des clés de marché, connaître un peu ce qui se passe dans le marché, mais finalement c'est toujours beaucoup de négociations puisque derrière il y a beaucoup de politique. Donc c'est énormément de négociations. Donc il faut vachement bien maîtriser son sujet pour aller voir les partenaires et être capable de négocier, savoir quels sont pour eux les critères de négociation. Donc notamment pour une banque, le gros critère de négociation, ça va être quel risque je suis en train de prendre. Donc si vous pouvez montrer que le projet est hyper carré, la banque va voir qu'il n'y a pas finalement pas tant de risques que ça. Et si elle voit qu'il n'y a pas tant de risques que ça, elle sera prête à vous prêter de l'argent à moins cher. Dans le prix de l'argent, il va y avoir le prix de l'argent sur les marchés plus à chaque fois le risque que l'acteur qui vous prête de l'argent a l'impression de prendre. Donc c'est là où il n'y a aucune règle, c'est que de la négociation, c'est que du politique finalement derrière tout ça. Du coup, on va voir un peu les différentes, on va voir les différentes étapes. Ensuite, on va voir les différents niveaux de risque en fonction des étapes, et on verra quels outils on peut aller chercher. Pareil là, en fonction des différentes étapes, donc l'émergence, développement, chantier puis exploitation, quel partenaire, quels outils on peut aller chercher. Et on verra ensuite la partie financement citoyen en direct et la partie financement bancaire. Et du coup, sur cette partie, on verra aussi l'offre EPNF. Donc les grandes phases, vous les connaissez très certainement. Ce schéma, il a beaucoup circulé dans différentes formations du réseau, donc il commence à être bien connu. On va avoir la phase d'émergence, de développement, la phase de chantier et la phase d'exploitation. En photovoltaïque, la phase chantier, c'est quand même relativement rapide. Même sur des installations de 100 ou 200 kg en toiture, c'est des chantiers qui vont durer 1 à 2 semaines. C'est la phase assez rapide. La phase d'émergence, elle, va varier vraiment selon les acteurs et la dynamique en local. Et la phase de développement, là, c'est pareil, ça va dépendre si la COP se lance avec 2 gros projets ou si la COP se lance avec une vingtaine de petits projets qui fait appel à des collectivités. La phase de développement, elle peut être vraiment, elle peut aller on va dire en photovoltaïque de 9 mois pour faire vraiment tout le circuit administratif et avoir les autorisations de raccordement, etc. Ça peut au mieux on peut descendre autour de 9 mois et par contre ça peut être beaucoup plus long puisqu'on a plein d'acteurs
notamment si on bosse avec des collectivités, qui vont avoir leur rythme à eux pour nous donner toutes les autorisations, notamment la maîtrise foncière. Voilà, ça peut être beaucoup plus long. Et la phase chantier, donc en gros, ça va être deux semaines, environ 2 semaines. Et la phase d'exploitation, très souvent, c'est 20 ans avec le contrat d'obligation d'achat, mais de plus en plus, il y a des modèles émergents qui arrivent, autoconsommation individuelle, obligation d'achat pendant 20 ans, puis un contrat d'achat de long terme sur 10 ans par la suite, etc., qui vont faire qu'on commence à réfléchir à des modèles d'exploitation plutôt à 30 ans également. Voilà les grandes phases. Bon, ça, vous les connaissez globalement. On va voir un peu la partie financement qui va avec. Donc, dans la théorie des projets d'ENR, on a souvent cette courbe qui revient souvent. Donc, le projet, il est au départ, vous avez d'un côté là, en orange le niveau de risque et en orange le risque financier. Donc la bascule entre les deux, c'est parce qu'au départ, on va avoir peut-être beaucoup de risques mais finalement très peu de sous de sortie. Et ensuite, on va sortir beaucoup de sous, mais on aura eu toutes les autorisations, donc le risque du projet va commencer à diminuer, mais les zéros investis vont augmenter beaucoup, donc le risque financier va quand même augmenter. Donc ça c'est la courbe classique d'un projet ENR. Dans une grappe PV, et la grande différence c'est qu'on va pas faire un projet d'ENR, mais on va faire soit une grande toiture puis d'autres grandes toitures, mais en tout cas on va toujours avoir un renouvellement, et du coup voilà, on va avoir des risques qui s'empilent. Alors excusez-moi, graphiquement c'est pas forcément très beau, mais c'était pour bien montrer l'idée que on a un premier projet, puis un deuxième qui démarre et un troisième qui démarre. Et on va empiler comme ça les différentes phases. On va avoir des projets qui sont en exploitation pendant qu'on a d'autres projets qui sont en développement, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut bien voir dans une grappe PV, c'est que le jour où on va lancer le projet, on a un modèle économique à cette date-là, et 3 jours après, on va dire il y a une nouvelle opportunité, on va peut-être faire une nouvelle voiture, et le modèle économique de la grappe PV va évoluer. Et du coup, son modèle économique qui va évoluer sans cesse comme toute entreprise. Voilà. Donc c'est la grande différence entre les modèles de grappe PV, qui est avec un modèle économique bien spécifique et qui est plus du modèle économique d'entreprise classique, et les modèles de NR sur des gros projets où on va avoir un parc éolien avec 5 machines, qui lui, la société qui est dédiée à ça va être dédiée que à ça. Du coup, son modèle économique, il est figé dès le départ. Alors, il y aura toujours des aléas, mais globalement, les grandes masses de son modèle économique sont figées dès le départ. Du coup, c'est plus lisible et plus simple à financer. Sur une grappe PV, on sait pas là dans les grappes PV qui va embaucher l'année prochaine. Est-ce que il y a pas que du photovoltaïque dedans, il va y avoir d'autres choses qui vont venir petit à petit s'ajouter. Donc ça demande de vraiment faire un plan d'affaires pour pouvoir présenter ça à un banquier de façon carrée, quoi. On peut pas juste lui présenter pour une première grappe, on peut peut-être, mais rapidement en fait, on peut plus lui présenter juste les financements des projets, mais il va vouloir voir tous les coûts de la société, comment c'est réparti, etc., etc. Donc dans on reprend un peu phase par phase là. Donc à l'émergence, là on est tout début, même avant le développement en fait. Les besoins financiers ils sont relativement faibles, et beaucoup de projets vont être sous forme soit de collectifs de fait, soit d'associations de préfiguration, soit avec des sociétés toutes jeunes qui n'ont pas d'investissement à l'intérieur. Et du coup, on va avoir beaucoup d'outils là, beaucoup de mobilisation autour du don. Il y a eu pas mal de COP qui étaient en association de préfiguration, qui ont fait des campagnes de crowdfunding en dons, notamment pour payer des études, pour payer des choses comme ça, pour voir qu'est-ce qui était faisable et crédible sur le territoire. Donc là-dessus, vous avez, donc là c'est un exemple de ECLR, mais contactez vos réseaux régionaux, ils peuvent vous vous faire un peu la liste de tout ce qui existe en outil régional sur la partie dons et sur la partie subvention mécénat. Il y a plein de choses qui existent, c'est souvent beaucoup plus riche en local qu'au niveau national. Donc il y a tout ce qui va être dédié à l'énergie et tout ce qui va être dédié aussi à l'ESS. Très souvent, on est éligible et compatible avec des financements ou des incubateurs de l'ESS, etc., qui vont pouvoir vous aider en fait à monter votre projet, à le travailler économiquement, etc. Il y a aussi du coup l'appui de vos animateurs régionaux là-dessus qui est hyper important. Les outils nationaux, donc là il y a quelques exemples, mais ça va être
à soit toutes les plateformes de crowdfunding en dons, soit des fondations sur la partie subvention mécénat. Après, il y a plein de boîtes privées, je pense aussi que vous pouvez contacter. Là, c'est du relationnel et des contacts pour aller chercher des sous en local sur la phase émergence, donc avant d'avoir vraiment lancé les projets. Donc ça, c'est voilà, une petite partie du financement, mais qui est vraiment à part en fait du reste. À cette étape-là, donc quand on va commencer à passer vers le développement, juste après l'émergence, on va se poser la question de comment on veut fonctionner, comment on va fonctionner dans ces projets. Donc il y a deux grands modèles qui existent dans les ENR. Soit on a une société, soit on va mettre les projets dans des sociétés dédiées. Donc là c'est plutôt sur des gros projets, puisqu'il va falloir que le projet lui-même absorbe des frais, notamment d'experts comptables, de gestion, etc. Donc sur des gros projets, on va créer une société, souvent, on appelle ça des SPV là, une société de projet dédiée à un parc éolien, à un parc au sol. Et du coup, notre société citoyenne locale, elle va investir dans ces projets, elle va venir placer de l'argent. Du coup, elle sera pas directement propriétaire des installations. Et souvent, ce modèle, il est fait puisque sur un projet, la société locale va bosser avec telle collectivité, tel partenaire, tel développeur. Et puis sur un autre projet, elle va travailler avec d'autres gens. Et les acteurs du projet 1 ne veulent pas forcément participer au projet 2. Du coup, on fait des sociétés dédiées, des véhicules juridiques dédiés à ça. Du coup, souvent, en grappe photovoltaïque, c'est la société qui est directement propriétaire des installations. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des glissements entre les deux. Il y a des sociétés, des grappes PV, qui ont une vingtaine de projets en propre directement. Et sur un gros projet en local, elles se sont associées avec une collectivité, avec un développeur ou avec énergie partagée pour aller investir sur un gros projet. Du coup, hop, elles ont une société dédiée. Il y aurait un trait entre eux comme ça, quoi, qui irait sur une société de projet dédiée en plus. Donc, on voit des choses de plus en plus qui s'hybrident et qui montent en taille. Il y a souvent deux types de collectifs, des collectifs qui partent sur des projets très gros et qui vont mettre beaucoup de temps de développement pour faire ce projet, et d'autres qui partent plutôt d'une approche terrain avec plein de petits projets. Et puis finalement, les groupes qui avaient lancé des gros projets vont aussi, il y a des gens dans ce groupe-là qui vont commencer à faire des petits projets en local et inversement. On peut commencer par par une grappe de 9 kilos et aller faire après un projet de 500 kilos au sol. C'est totalement possible et c'est des choses qui sont vraiment en train d'arriver dans le réseau, des hybridations entre les deux modèles. À ce stade-là, du coup, donc voilà, ça va beaucoup dépendre aussi des acteurs en local. Est-ce que dans les acteurs en local, c'était un groupe de citoyens et du coup, on va avoir ce modèle-là très rapidement, ou est-ce qu'il y avait déjà une collectivité avec un projet spécifique visé et du coup, on va plutôt aller sur des logiques de société de projet pour bien répartir pour diviser, pour mettre les acteurs seulement sur les projets qu'ils souhaitent financer. Si on met une collectivité dans une grappe PV et qu'on veut aller sur la ville d'à côté, peut-être que la première commune va dire non, en fait ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai pas envie qu'on ouvre à d'autres communes nos chantiers et notre société elle serait bloquée, elle est trop restreinte sur un territoire. À ce moment-là, on va aussi voir comment on veut financer. Donc, on a vu tout à l'heure, il y a plein de modes. C'est un peu là qu'on va se dire dans les prémices, ok, est-ce que ces projets, on les finance principalement par la dette et avec après une partie de fonds propres et de quasi-fonds propres. Donc, dans les fonds propres, ça va être directement du capital et en quasi-fonds propres, on va voir les comptes courants d'associés et les obligations convertibles, alors qui sont très peu utilisées dans nos grappes PV, mais les comptes courants d'associés sont en train d'arriver et de se démocratiser. Puis après, la dette, elle peut être directement bancaire ou via des plateformes de crowdfunding, ça peut être de la dette citoyenne aussi. C'est pas forcément dans ces 70%, là, c'est vraiment l'argent qui n'aura pas accès à la gouvernance, mais c'est pas forcément de la dette bancaire. Mais du coup, voilà, on peut aussi avoir ces modèles-là, où on aura beaucoup de fonds propres, beaucoup de quasi-fonds propres, ou que des fonds propres, et très peu de dettes, ou voire pas de dette du tout, quoi. Là-dessus, il n'y a pas d'école, mais c'est bien à ce moment-là qu'on va commencer à faire des choix, tout en sachant que sur un premier projet, on pourrait être en fonds propres complètement, et puis pour aller vers d'autres projets, on pourrait commencer à s'endetter, voire à s'endetter pour les projets qu'on avait déjà lancés.
Donc, voilà, c'est des choses sur lesquelles il y a des passerelles aussi possibles. Par contre, une fois qu'on s'est endetté, souvent, pour rembourser l'emprunt anticipé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on est plutôt engagé sur la durée. Troisième voie aussi, c'est la partie des subventions. J'ai ajouté ici en bleu qui peut déjà venir prendre une partie de la place et du coup de l'air sur soit avoir moins de dettes bancaires. Et du coup, tous les revenus que vous allez générer vont pouvoir être beaucoup plus rapidement réinvestis dans de nouveaux projets. Soit ça va venir réduire les besoins de fonds propres amenés par les citoyens. Donc voilà un peu les modèles possibles, mais c'est bien cette étape-là qui va se poser cette question de OK, en tant que groupe, en tant que collectif, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on fait appel à la dette ou pas, et si oui, comment, à quel pourcentage, vers qui on se tourne pour aller chercher de la dette. Du coup, dans cette phase-là, on va aller voir en termes de partenaires. Donc, il y a forcément les citoyens en local, mais là, je vous montre un peu la map des possibles. Je vous laisserai un peu détailler. Donc, mais il y a des gens qui peuvent vous accompagner dans ces phases-là. Donc, il y a des outils en local, mais il y a aussi énergie partagée, bien sûr, des développeurs, voilà, des privés, Enercite, qui peuvent vous accompagner et amener des fonds dans ce moment-là où on est dans le développement. C'est pas encore bien figé, c'est encore un peu risqué tous ces projets. On n'est pas sûr d'avoir que tous les projets se lancent, mais il y a des gens qui peuvent nous accompagner sur cette phase spécifique. En grappe PV, cette phase, elle est souvent peu coûteuse et du coup, dans la majorité des cas, c'est quand même le groupe citoyen qui va l'apporter. Par contre, dès qu'on part sur des projets un peu plus gros, notamment si une grappe PV se lance soit sur une grappe d'une quarantaine de toitures, donc avec un investissement important à faire, soit sur un projet au sol, et ben là, on va avoir des besoins financiers plus conséquents et ça va peut-être être difficile de les trouver en local et en direct. Donc, on aura besoin de partenaires financiers pour nous aider à collecter cette somme et lancer des projets. Donc là, c'est pareil en termes de financement et gouvernance. Donc j'ai deux visuels là pour vous présenter ça. On va bien avoir en financement une scission entre qu'est-ce qui donne accès à la gouvernance et qu'est-ce qui est du financement uniquement. Donc la dette. Donc tout ce qui va être dette, c'est vraiment quelqu'un qui nous prête de l'argent avec un contrat et nous on va rémunérer ce prêt par des intérêts, donc un taux d'intérêt qui va être défini sur une durée. Et par contre, de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est accès à la gouvernance. Donc là, c'est plutôt toute la partie capitale. Donc c'est toujours plus difficile de trouver de l'argent, ce qui va coûter plus cher cet argent, ce qui est plus à risque. Mais c'est vraiment la partie qui donne accès à la gouvernance. Donc là-dedans, on va avoir plein de notions qui sont un peu plus visibles Pardon, il me manque un visuel. Du coup, on a plein d'outils en fait de financement différents et qui sont plus ou moins citoyens et plus ou moins directs. Du coup, le joli schéma qu'on avait, c'était notamment pour présenter ça. Donc, dans l'apport de fonds par les citoyens, va y avoir des clubs d'investisseurs, donc on les retrouve ici. Peut y avoir énergie partagée, qui est un fonds du coup purement citoyen. Peut y avoir une société locale qui regroupe tous les citoyens qui vont ensuite investir dans le projet. Donc c'est souvent en fait c'est la grappe PV elle-même qui est cette holding quand on va aller investir dans un gros projet. Mais du coup le plus souvent c'est en direct en fait dans les grappes PV. Et du coup, pour tous ces investissements, on peut soit passer en direct, soit passer par des plateformes de crowdfunding. Donc, ce qu'on constate là dans les grappes PV, c'est que, on n'a quasiment aucun exemple de grappes PV qui ont fait appel à des plateformes de crowdfunding, notamment puisque les plateformes prennent en général 9% de frais sur ce capital. Donc, si quelqu'un vient investir 100 € chez vous, la plateforme va prendre 9 € pour la gestion de tous ces transferts d'argent, de la validation, etc. Du coup, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui n'est pas du tout compatible avec nos modèles économiques. Donc, c'est pour ça que c'est très peu utilisé. Ça pourrait être un moyen très pratique, par contre, de faire transiter de l'argent, puisqu'ils ont tous les outils pour le faire proprement, etc. Donc voilà, participation directe via les clubs, via les holdings ou via énergie partagée. Participation directe, du coup là c'est action et part sociale. Et du coup un accès direct à la gouvernance, une présence en AG en direct aussi. Quand on est en club d'investisseurs, c'est les présidents, le président ou présidente des clubs qui vont à l'AG de la structure.
et chaque club qui fait son AG en interne avant, quoi. Donc, il y a une notion, il y a une gouvernance qui est indirecte, en participation, en capital en direct. Là, c'est bien tout le monde qui est à la même AG. Et du coup, en direct, on va voir tout à l'heure un peu quelles évolutions sur ça. Et donc, en direct, on peut accéder à l'achat de parts d'actions, de titres participatifs dans les SASIC, et aussi, du coup, au compte courant d'associés. C'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé, enfin, qui s'est pas mal, au niveau du droit, qui s'est bien ouvert, et on va voir si ça va se démocratiser ou pas. Donc voilà un peu les différentes formes. Sur la partie dette, on peut aussi avoir accès directement, enfin les citoyens peuvent nous prêter de l'argent via plein d'outils, donc les plateformes de crowdfunding. Donc ça c'est très utilisé dans les projets des développeurs classiques. Ils vont ouvrir une partie de la dette, mais seulement de la dette aux citoyens en local. Mais on pourrait très bien avoir un projet citoyen qui fait la même chose. Après voilà, souvent c'est de la dette qui coûte assez cher, du coup on y a peu recours dans les grappes PV. Il y avait une question. Il y a une question de Nicolas sur l'outil question-réponse, que tu vois peut-être pas Eric du coup. Oui. Dans tous les cas, il faut créer une société. Quelle est la forme de société la plus adaptée? Alors, dans tout cas, faut créer un véhicule juridique commun. Donc, c'est pas forcément une société d'ailleurs, mais c'est souvent la société qui va être le type de véhicule le plus adapté. On pourrait très bien faire porter l'investissement par une association, mais ça veut dire que tout l'argent qui a été mis dedans, il pourrait pas être redistribué aux investisseurs. Donc, on pourrait très bien avoir une campagne de crowdfunding qui récupère 30 000 euros et qui vient financer avec ça une installation photovoltaïque. Mais du coup, là, ce serait du don pur et du coup, tous les bénéfices retirés de cette installation iraient à l'association pour la sensibilisation, etc. Donc, c'est possible en association, c'est juste que c'est pas généralement pas le véhicule qui permet de mobiliser suffisamment d'argent. Ensuite, en forme de société, ça va être principalement des SA et des SAS. Actuellement, il y avait beaucoup de SAS qui se montaient puisqu'il y avait notamment des seuils, il n'y avait pas besoin de commissaire aux comptes, etc. Donc, c'était plus simple. Après, on a eu une longue absence de réponse sur la partie OPTF. Donc, on n'avait pas le droit de faire des levées de fonds en tant que SAS, sauf à rester sous des seuils qui étaient très faibles et pas forcément compatibles avec nos projets, enfin pas compatibles avec tous les projets. Du coup, ça s'est bien ouvert. Donc on va voir un peu ça. Et du coup, aujourd'hui, entre la SAS ou la SA, qu'elle soit SIC ou non, il y a peu de différences. Donc les différences vont principalement être sur la gouvernance. Et du coup, aujourd'hui, quel est le meilleur outil? Là, on est en train un peu de creuser puisque la SAS avait perdu beaucoup de points dans la bataille sur la partie offre publique de titres financiers, mais on a regagné beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu à l'équilibre. On est un peu à l'équilibre et qu'il y a des nouveaux modèles qui vont commencer à émerger. Du coup, là, le choix, il va être très politique, j'ai l'impression, en fait, ça va beaucoup moins être technique et juridique. Le choix, ça va plutôt être qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet. Et du coup, en fonction de ça, on aura soit la SAS très classique, avec une gouvernance démocratique, soit à l'autre extrême, la SASIC, qui sera vraiment des projets plus ancrés dans l'ESS. Donc il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les niveaux se sont beaucoup rééquilibrés et qu'entre les différents statuts SA et SAS, il y a beaucoup moins de contraste. Mais on y revient un tout petit peu. Enfin, on y revient un peu après. Sur la partie financement bancaire, donc on a vu, c'est quelque chose qui peut être utile au projet, mais tout le monde ne peut pas passer par là. C'est vraiment là une vision à avoir. Soit on se dit notre projet, on est capable sur notre territoire de le financer en intégralité, et du coup vraiment tous les bénéfices qu'on peut en retirer, ils vont revenir sur le territoire. Soit on se dit, voilà, on sait qu'on va pouvoir mobiliser tant d'épargne et avec cette épargne qui nous semble limitée, et soit on fait un seul projet, soit on va chercher de l'emprunt et on pourra faire 3 fois plus de projets avec la même épargne. Donc là, ça va vraiment être du coup des stratégies locales en fonction
fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, type de projet, territoire et culture des acteurs. Les avantages quand même sur la partie financement bancaire, donc c'est qu'on peut on peut en ENR aller chercher jusqu'à 70% des fonds, donc ça nous permet de faire 3 fois plus de projets avec le même apport. Donc ça c'est quand même un avantage non négligeable. Le soutien d'une banque, ça crédibilise le projet aussi. Pour l'extérieur, mais aussi en interne, puisque la banque va vous poser plein de questions qu'elle vous allez devoir répondre. Et du coup, vous aurez plein de réponses à des questions que vous n'avez même pas forcément posées avant. Mais vous serez plus serein avec votre projet. Ça aurait réduit aussi les coûts de financement, notamment puisque souvent les taux, actuellement ils sont assez faibles, et surtout on rembourse l'emprunt, le capital de l'emprunt de façon progressive. Donc chaque année, on va rembourser des intérêts à la banque, mais aussi une partie de l'emprunt, exactement comme sur un prêt immobilier. Du coup, à taux égal, l'emprunt coûte moins cher que le financement par les citoyens, parce que du coup, le capital des citoyens il va rester bloqué sur toute la durée. Du coup, à 2%, si on rémunère à 2% les citoyens, ou si on rémunère à 2% un emprunt bancaire, à taux équivalent, la banque coûtera moins cher. Donc c'est un des intérêts, c'est de réduire le coût du financement. Par contre, ça veut dire qu'il y a une partie de ces intérêts, donc de ces produits financiers, qui va vers une banque. Donc ça, c'est là où politiquement il y a des choix à faire en local. Et du coup, on peut aussi choisir à qui on emprunte pour être à peu près sûr de à qui et à quoi vont servir les intérêts qu'on reverse. Voilà sur la partie financement bancaire, et puis on va le redétailler avec Sylvain juste après. Et sur la partie financement citoyen, donc on a plusieurs façons d'arriver: en capital, en compte courant d'associés et en titre participatif. Donc dans tous les cas, attention à ce que vous faites, ce que vous dites, parce qu'on on a encore beaucoup d'interdictions sur vendre des produits financiers. C'est quelque chose de très réglementé, donc on y reviendra par la suite. On va monter un groupe de travail spécifiquement là-dessus. Mais c'est touchy, donc voilà, je l'ai mis partout en petites étoiles. Vraiment attention à ce que vous dites, et comment vous le dites et à qui vous le dites pour respecter la loi. Et du coup, en compte courant d'associé, donc les comptes courants d'associés, c'est une avance de trésorerie que peut consentir un associé d'une entreprise à cette entreprise. Donc, une fois qu'on est associé, donc une fois qu'on a au moins une action, on a le droit de prêter de l'argent à l'entreprise. Par contre, il faut faire attention, ça c'est beaucoup libéré, mais maintenant le cadre est libre et c'est à nous de faire attention à ne pas rentrer dans l'exercice illégal du métier de banque. Et ça, c'est des notions qui sont encore assez floues. Puisque avant, en fait, on nous disait, voilà, pour pas rentrer dans l'exercice illégal du métier de banque, il faut que un associé ait au moins 5% du capital pour pouvoir prêter de l'argent à l'entreprise. Maintenant, c'est plus le cas, et du coup, voilà, la notion de l'exercice légal du métier de banque est beaucoup plus floue et beaucoup plus périlleuse. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec un cabinet d'avocats pour vous apporter des réponses bien claires là-dessus. Ce qui semble en tout cas, c'est que voilà, pour consentir un compte courant d'associé à une entreprise, il faut que ce soit dédié à un projet bien précis. Donc, dans le cas de l'écart PV, ce serait assez simple de dire, voilà, j'ai mis des comptes courants d'associés pour financer ce projet parce que sur ces taux-là, en fait, personne d'autre sur le marché n'aurait prêté ces fonds-là à la coopérative. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive, mais qu'il faut quand même prendre avec des pincettes. Et petit rappel du coup sur l'OPTF, petit rappel, c'est pas un rappel du coup parce que tout ce cadre est assez nouveau. Donc on a le droit maintenant de faire des offres publiques de titres financiers, même en SAS, si l'objet de la SAS c'est la production d'énergie renouvelable. Et on a aussi le droit en SA-SIC, ce qui restait un peu flou jusque-là. Beaucoup de SA-SIC faisaient des levées de fonds, mais ne savaient pas trop dans quel cadre. Là, le cadre a été clarifié et l'AMF a bien clarifié tout ça. Maintenant, et avec dans les mêmes modifications, donc ils ont ouvert l'offre publique financière au SAS, et dans le même temps, l'exemption du prospectus AMF, il est passé à 8 millions d'euros. Donc jusque-là, en fait, on devait, pour pouvoir faire des levées de fonds, on avait des seuils à ne pas dépasser. Et une fois qu'on dépassait ces seuils, c'est notamment ce qu'avait fait Énergie Partagée au tout début, on devait créer un prospectus AMF. Donc là, avec un contrôle très poussé de l'autorité des marchés financiers sur quelle est en fait cette entreprise, quel est ce produit de placement, qui est derrière ça, etc. Pour être sûr que ce soit pas trompeur et mensonger.
Maintenant, l'exemption de prospectus, elle est passée à 8 millions d'euros. Donc, globalement, pour tous nos projets, c'est quand même rare qu'il y ait des projets qui aient besoin d'aller chercher 8 millions d'euros en direct vers le public en un an. Donc, globalement, tous nos projets peuvent se passer du prospectus AMF et du coup avoir le droit de faire de l'offre publique de titre financier. Donc, ça veut dire qu'on va avoir le droit de communiquer sur l'offre, sur ces offres de façon assez claire. Par contre, le démarchage, lui, il restera toujours interdit. Donc, la notion entre publicité et démarchage, elle est assez fine. C'est notamment le fait de s'adresser à une personne, d'aller chercher une personne en direct et de lui proposer en direct des titres. Donc ça restera interdit, mais on va refaire un groupe de travail et on va aller bien plus loin là-dessus. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la publicité, on va pouvoir faire des choses. Par contre, le démarchage va rester totalement interdit, ça c'est sûr. Ensuite, pour pouvoir faire une offre publique de titres financiers, dans tous les cas, on devra quand même rédiger des documents d'information synthétiques. Donc là, il y a des exemples qu'on va établir. Et toutes ces informations-là, il faudra les communiquer à l'autorité des marchés financiers avant le début de l'offre, même si l'AMF ne va pas devoir mettre son tampon dessus, il faudra quand même leur envoyer tout ce qu'on va utiliser en communication. Et à défaut de ça, si quelqu'un vient de se retourner en ayant reçu une communication d'une des COP qui n'aurait jamais été envoyée à l'AMF, l'AMF pourrait déjà dire qu'il y avait un défaut d'information et rien que là-dessus pouvoir attaquer la COP en question. Donc ça, on va y revenir bien plus en détail. C'est une petite ouverture là, mais c'est un des modes de financement du coup qui vont pouvoir peut-être libérer le financement en direct dans les projets, donc que ce soit en capital avec là du coup aucune garantie, aucune assurance sur le rendement. En compte courant associé, où là, on peut avoir une mise à disposition de fonds, mais avec un taux d'intérêt qui est fixé et une durée qui est fixée entre l'associé et la société. Donc, on n'est plus dans la même incertitude que le capital. Et les titres participatifs, où ça revient à peu près à la même chose, mais c'est aussi disponible pour des non-associés, mais seulement en SACIC. Pardon, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. J'imagine d'ailleurs un peu de questions. Voilà. Et dans tous les cas, il faudra bien communiquer toutes ces informations à l'AMF, mais on va pouvoir avoir des nouveaux modèles et peut-être sur certains projets un peu moins de besoin d'aller chercher de la dette bancaire. On pourrait aussi avoir de la dette directement auprès des associés. Question là-dessus et ensuite on passe à la présentation de Sylvain sur l'offre EP9. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Il y avait une question d'Adrienne qu'on a dans l'ordre du coup. Quelles sont les plateformes qui ont pu être utilisées malgré tout par les porteurs, donc les plateformes de financement participatif, ou par Rex retour d'expérience interne qui semblent les plus accessibles, notamment avec le coronavirus actuel. Est-ce que les porteurs de collecte pourraient se reporter sur ces outils? Alors le coronavirus, je pense qu'il n'y a pas d'impact là-dessus. L'outil de la plateforme va pas changer quoi que ce soit dans le traitement. Sauf si on parle d'un traitement d'un côté numérique et d'un côté papier, mais là c'est la plateforme elle peut aussi bosser en papier, donc c'est pas la plateforme qui va apporter ça obligatoirement, même si elle pourrait faciliter. Les plateformes qui sont les plus proches, Sylvain, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même Enerfip qui est un peu plus dans le giron, un peu plus intéressé par ce qu'on fait. Après, en GrapPV, j'ai pas d'exemple de projets qui sont passés par des plateformes parce que c'est trop cher. Donc, moi, j'ai pas d'exemple. Si vous en avez, je les veux bien, mais j'ai pas d'exemple de projet qui soit passé par une plateforme de crowdfunding parce que voilà, c'est pas compatible avec nos coûts. Donc question de Mathieu, quel coût pour investissement via outil EP? Eh ben on va y répondre avec Sylvain juste après. Pourquoi la banque coûte moins cher à taux égal? Donc ça, je ne sais pas si Pierre, Philippe, tu as eu ta réponse. C'est que même si on a un taux égal, dès la première année avec la banque, on va lui rembourser une partie de son capital. Et donc petit à petit, il y aura moins de capital à emprunter. Et donc on appliquera le même taux d'intérêt, mais sur une somme plus petite. Donc chaque année, on va réduire le volume d'emprunt et du coup le volume des intérêts. Donc au global, à taux égal, l'emprunt bancaire coûtera moins cher qu'une avance au compte courant d'associé si l'avance elle est laissée
en permanence dans la structure. Du coup, Bruno et Pierre, vous nous direz si ça répond à votre question ou si j'ai pas été assez clair. Démarchage interdit. Est-ce que les stands tenus au cours de journées d'assaut, etc., sont considérés comme du démarchage? Et ben, c'est justement un des points très borderline qu'on est en train d'étudier avec le cabinet d'avocats. Et en fait, je pense que la tenue de stand sera pas forcément litigieux. C'est qu'est-ce qu'on a le droit de dire lors de la tenue d'un stand. Est-ce qu'on peut donner des informations précises ou est-ce qu'on peut juste dire aux gens, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous ici ou venez à nos journées d'information à tel endroit, etc. Donc là-dessus, j'ai pas encore de réponse claire sur ce truc précis. Ce qui est sûr, c'est que la différence entre publicité et démarchage, c'est vraiment le public qu'on vise. Donc un article sur votre site ou sur un post Facebook, etc., ça peut être de la publicité. Par contre, un mail envoyé à une personne, ça sera du démarchage plutôt. Voilà, donc ça va vraiment être les notions là qu'on va clarifier dans les prochaines semaines avec le cabinet d'avocats, puis avec je pense qu'on va monter un groupe de travail sur la question et on vous sollicitera pour rejoindre. Donc, pensez à ajouter sur les bulletins d'inscription que ce n'est pas du démarchage. Donc, ça peut être une des voies, mais par contre, si la personne a eu vent du projet par du démarchage, même si elle a coché la case et qu'elle peut prouver qu'elle a reçu un mail, etc., qui vraiment l'a démarché, ce sera le mail qui fera foi. Et même si elle a bien écrit sur le bulletin d'inscription que c'était pas des démarchages, qu'elle l'a validé, bah, ça pourrait très bien être cassé, donc ça fait pas foi. Ça peut renforcer le faisceau d'indices, mais ça fera pas foi en tout cas. Question de Romain. Notre SAS des associations porteuses lance une campagne de pub en disant que les dossiers de souscription sont à disposition. Eh bien, donc déjà oui, ça peut être envoyé à l'AMF. Vous n'avez pas fait de document d'information synthétique, donc pour l'instant oui, vous n'êtes pas dans le cadre. Vous n'êtes pas dans le cadre de la loi. Parce que c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est que en clarifiant le principe de nos levées de fonds, ça veut bien dire que dès le premier euro collecté, il faut avoir fait ces documents d'information synthétique. Il n'y a plus de plafond, de limite avec les 100 000 euros, etc., etc. On va tous être obligés de passer par ces documents d'information synthétique. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en groupe de travail et qu'on se mette en ordre de bataille pour les rédiger proprement, que ce soit clair et pédagogique, que ce soit pas trompeur. Donc là, pour l'instant, oui, vous n'êtes pas dans les règles. Après, quel risque est encouru? Pour l'instant, c'est relativement faible puisque tout ça est aussi nouveau. Quel est l'intérêt de l'EPTF vs l'investissement citoyen classique? Eh bien, du coup, l'EPTF, en fait, tout investissement citoyen classique, c'est maintenant de l'offre publique de titres financiers. Dès que vous vendez une action à quelqu'un, bah, c'est de l'offre publique de titres financiers. Ça s'applique à partir de quand? D'après ce qu'on a compris, à partir du 23 octobre 2019. Donc, c'est en cours, quoi. Donc, pas de crise, il n'y a pas besoin de tout arrêter. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on en a compris. Par contre, il faut qu'on se mette assez rapidement en cordeau de ces obligations. Et okay. Une dernière question, Eric, sur l'outil questions-réponses. Je n'ai pas compris l'intérêt du document d'information synthétique et du support de communication de l'AMF. Alors, les documents d'information synthétique, c'est une sorte de trame type fourni par l'AMF qu'on doit remplir, dans lequel il y aura beaucoup d'informations à mettre sur le marché, les risques, qu'est-ce qu'on fait, comment, qui fait quoi, et toutes les informations financières de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un document type et qui, à mon avis, n'est pas forcément très pédagogique. Donc, à mon avis, il répondra pas à toutes les questions des citoyens. Donc, ce document d'information, Sylvain, on entend beaucoup de souffle dans le micro. Pardon. Pas de souci. Donc, c'est juste un document, c'est un peu comme un SAFAG. On doit s'obliger à le remplir. Ça donne l'information dont un investisseur a besoin pour comprendre ce dans quoi il investit. Mais
enfin, de ce qu'on en voit nous pour l'instant, ça semble pas un truc hyper efficace, hyper clair pour faire comprendre à vos aux citoyens que vous allez sensibiliser ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça vaut le coup d'avoir des supports à côté. Et du coup, tous les supports de communication, c'est bien tout ce que nous, on va produire, chaque COP va produire comme support de communication, une vidéo, un post, un machin, etc. Tous ces messages-là, il faudra préalablement les avoir envoyés à l'AMF, que ce soit en gros dans la boîte mail de l'AMF. Et si un jour quelqu'un vient vous attaquer, l'AMF pourra dire ah oui, on avait bien reçu ça, donc c'était bien conforme. Maintenant, on va auditer est-ce que c'était des supports de communication trompeurs ou non trompeurs. Voilà. Donc le fait d'avoir communiqué les documents à l'AMF, ça vous dédouane de rien en fait. Vous restez responsable de ce que vous avez mis dans les documents. C'est juste que si vous l'avez pas fait, bah, l'AMF pourra vous attaquer directement pour défaut de communication. Ok, et bah, du coup, Sylvain, on va passer à la présentation de l'offre Up et Nef. N'hésitez pas entre deux si vous avez des questions. Hop. Ah, du coup, je partage mon écran. Je pensais que tu l'avais Non, intégré. je vais partager l'écran, t'inquiète pas. Hop, Ok. c'est en cours. C'est juste que comme j'ai pas de double écran, c'est un peu moins lisse que d'habitude. Ah oui, du coup, il a coupé le partage puisque j'ai quitté la fenêtre. Pardon. En, Hop, ter- c'est parti. ouais, en termes de timing, pour que je puisse essayer d'ajuster, on a explosé les compteurs là, je pense. Est-ce que je reste Oui. sur le même timing, Oui, bah, on 10 essaie de faire minutes, moins quoi. de 10 minutes. J'essaie de faire plus vite pour, bon, du coup, vous présenter cette offre énergie partagée Nef qui est en fait un outil de financement, on va dire, à destination des grappes photovoltaïques. Donc, comme tout outil, il répond pas forcément à tous les besoins, à toutes les stratégies, à la politique de financement de projet que vous voulez avoir au sein de votre projet de grappe photovoltaïque. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'adapter un peu, euh, de s'adapter aux besoins de financement de projets de grappe. C'est dans cette idée-là qu'on a conçu l'offre énergie partagée Nef. Et on est dans le cas où, ben, du coup, la Nef étant une banque, vous êtes bien dans une logique de financement via une dette bancaire en partie. L'idée, c'est de choisir une banque avec qui vous puissiez travailler, qui soit aussi le plus en phase avec les valeurs et l'éthique qu'on porte au sein du mouvement. Donc la Nef fait partie de ces acteurs-là avec qui vous pouvez travailler. Pour essayer de définir un peu cette offre, on est parti avec la Nef quand on a initié le partenariat donc en 2018. Du besoin que vous pouvez avoir en termes de financement de projets de grappe que j'ai listé là sur la gauche. À savoir que à partir du moment où vous décidez de financer le projet en passant en partie par une banque, donc à des niveaux autour de en général de 70%, c'est ce que disait Eric tout à l'heure. Vous avez besoin pour du coup lancer le chantier, lancer l'installation et donc payer les installateurs, que ce prêt bancaire s'active, se finalise relativement vite. En d'autres termes, vous avez besoin des fonds des fonds bancaires sur le compte de la société pour pouvoir lancer le chantier. Donc ça, c'est le premier besoin. C'est bien pour ça que vous cherchez un financement, c'est pour lancer la construction. Vous avez du coup aussi, on a parlé des coûts du projet, des coûts globaux du projet. Du coup, le coût de cette offre financière, il y en aura un. Donc l'idée, c'est que ce soit un coût qui ne pèse pas trop sur l'économie globale du projet, ou en tout cas qui fasse que malgré la sollicitation d'un prêteur, vous puissiez tenir une économie globale du projet qui soit cohérente. Et le dernier besoin, ce qu'on voit souvent, c'est que les porteurs de projets ont besoin d'un interlocuteur bancaire, quel que soit le choix du partenaire.
qui puisse comprendre un peu les enjeux particuliers d'un projet de grappe qui sont pas forcément simples a priori pour tout le monde. Donc plus vous avez quelqu'un qui doit découvrir le sujet, plus c'est compliqué d'entamer une, une démarche de partenariat en fait. Donc si vous avez dès le début auprès de la nef ou d'énergie partagée un interlocuteur qui comprend ces sujets-là, c'est plus facilitant pour tout le monde dans la mise en œuvre. Face à ces besoins, historiquement, la nef avait un peu de difficulté, on va dire, de se positionner, de répondre à tout ça, simplement parce que eux, comme n'importe quelle autre banque, finalement, en fait, ils vont regarder votre projet de grappe, donc qui se compose de plusieurs toitures, comme un ensemble de projets individuels, un ensemble de petits projets pour lesquels systématiquement ils vont du coup regarder si vous avez bien les autorisations d'urbanisme, les autorisations de raccordement, les assurances, les devis d'installation, les factures acquittées pour chaque centrale, etc. Donc cette analyse-là qu'ils font projet par projet fait que finalement l'instruction du dossier et les démarches que eux vont entamer sont assez lourdes, assez chronophages. Donc, du coup, ça impacte sur le taux et sur le coût finalement que peut proposer la nef aux porteurs de projet. Ça impacte sur le temps de mise en œuvre, sur la durée. Du coup, c'est pas forcément adapté par rapport aux besoins qui est finalement pour vous d'avoir la mise en œuvre relativement rapide pour démarrer le chantier, quoi. Du coup, on a essayé de mettre en place ce partenariat en comblant un peu ces trous dans la raquette et en se disant, l'idée, c'est que vous puissiez vous positionner, enfin, avancer la phase construction en sachant que la nef pourra être le partenaire bancaire sur le long terme une fois que les centrales seront mises en service. Mais pour arriver jusqu'à cette mise en service, sachant que le déblocage avec la nef peut être relativement long, l'idée, c'est que Énergie Partagée puisse apporter les fonds pour lancer la construction et ne pas vous retarder dans la mise en service des centrales. Donc là, tu peux passer à la slide suivante, Eric. Voilà. Donc c'est le principe que je viens d'évoquer là. L'idée, c'est de faire une offre conjointe énergie partagée nef dès le début. Enfin, dès le début, c'est-à-dire pour vous, dès la fin du développement, au moment où vous avez un ensemble de plusieurs toitures qui ont la même maturité de réalisation, on va dire. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une offre commune où énergie partagée puisse, en fonds propres, donc en avance de trésorerie, via une souscription de compte courant d'associés. Donc, Eric a largement pu expliquer un peu le mécanisme de ces CCA. L'idée, c'est que énergie partagée puisse avancer les fonds d'un montant égal à celui que la nef, donc que la banque vous prêtera sur une durée plus longue, donc de 12, 15, 18 ans. Donc énergie partagée vient de manière très très courte et très temporaire le temps de la construction pour vous apporter ces fonds qui sont ensuite refinancés par l'emprunt bancaire de la nef une fois que les centrales sont mises en service. Donc du coup, l'offre, elle est à destination de tous les projets citoyens de grappes photovoltaïques. Pour financer, je le disais en introduction, des grappes. Alors, on va considérer dans le financement et donc dans l'offre qu'on va faire, non pas l'ensemble des toitures qui sont dans le champ des possibles de la coopérative, c'est-à-dire que les toitures qui sont en prospection, en discussion encore avec des propriétaires ou pour lesquels les études sont pas encore faites, c'est des choses c'est des informations qui sont intéressantes à avoir pour nous, mais l'idéal, c'est du coup d'amener un ensemble de toitures qui vont se réaliser dans un même délai de calendrier, donc à peu près sur une période de 4 à 6 mois entre les différentes mises en service, hein, pas plus, pour qu'on puisse considérer un seul financement. Simplement parce que la nef, mais comme n'importe quelle autre banque, si vous lui demandez de financer des toitures pour lesquelles
vous aurez une mise en service, je sais pas, en juillet 2020, et dans le même lot de financement, une toiture pour laquelle c'est un peu plus obscur. Ça sera peut-être en 2021, mais ça dépend des discussions que je suis en train d'avoir avec le propriétaire, donc je sais pas trop. Si vous cherchez à faire financer ces deux toitures-là dans le même plan de financement, ça va être compliqué dans le sens où la banque finance en fait un ensemble de toitures qui bénéficient d'un tarif d'obligation d'achat. Si dans ce lot de toitures, certains contrats d'achat démarrent en 2020 et d'autres démarrent peut-être en 2021, 2022, mais en fait, on ne sait pas trop, sachant que la banque finance sur une durée longue, elle va avoir du mal à comprendre en fait et à accepter ce genre de financement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir ce qu'on appelle une tranche de toiture, mais des sous-tranches qui ont une maturité à peu près similaire entre elles quant à leur date de mise en service. Du coup, ce qu'on essaie de, de pousser et les avantages de cette offre, c'est qu'elle en fait, elle peut accélérer la construction des centrales, puisque du coup, vous n'avez pas besoin d'activer le prêt bancaire tout de suite pour mettre en service les centrales, ce qui accessoirement les chantiers démarrants, les mises en service ayant le plus vite, ça peut aussi vous aider dans la levée de fonds que vous êtes potentiellement en train de faire en parallèle. Voilà, le fait d'avoir des premières toitures qui sortent relativement vite, ça aide aussi dans la communication, dans la mobilisation autour du projet, plutôt que d'avoir des toitures qui sont encore en étude et pour lesquelles il est peut-être plus difficile de mobiliser sur le sujet. Et le deuxième gros avantage, c'est pour vous d'avoir un interlocuteur unique. Donc au démarrage du partenariat, ce sera Énergie Partagée qui va se charger d'éditer l'offre avec la nef et puis de collecter avec vous les différents documents qui permettront la mise en place du prêt de la nef. Je passe à la slide suivante. Sur les modalités plus spécifiques de cette offre, donc qui s'adresse à tout type de structure juridique qui porte des projets de grappe. Il y a un point important à noter, hein, c'est que si la structure juridique existante a aussi dans son activité déjà des centrales en exploitation avec potentiellement d'autres prêts dans d'autres banques, la nef va regarder un peu cet historique-là, donc comment fonctionnent les centrales qui sont en exploitation, s'il y a des prêts en cours, quelles sont les conditions du prêt, la durée, le taux, quelles garanties ont été données sur les centrales. Donc elle va demander également les comptes de résultats, les bilans des exercices précédents de la coopérative pour comprendre un peu le passé et l'actuel de la société qui a déjà une activité avant de financer la deuxième tranche que vous lui demandez de financer. Donc ça, c'est un point important selon qu'on demande un financement sur la première grappe de toiture ou sur les suivantes. Sur les modalités de l'offre, donc du coup sur la partie court terme d'avance en compte courant d'associé de la part d'Énergie Partagée, cette avance-là, donc qui a une durée vraiment maximale de 6 mois, Eric, tu le disais tout à l'heure, mais sur la partie construction pour des projets photovoltaïques, on est sur des durées en général très courtes. Hein. Enfin, sur un chantier, on va parler de 1 ou 2 semaines. Donc si on met en service, on cherche à mettre en service plusieurs centrales en même temps, selon la disponibilité de l'installateur, des différents chantiers, on peut s'étaler sur plusieurs mois, mais ça sera très, très rarement plus de 6 mois. Donc cette avance de compte courant, elle intervient sur cette durée-là, avec un taux annuel des comptes courants associés d'énergie partagée fixé à 5%. Donc on est bien sur un taux annuel, ce qui fait que le montant des taux d'intérêt va dépendre aussi de la durée pour lesquelles les comptes courants associés sont restés dans la société. Donc si on est sur moins d'1 an, ce sera
le taux sera au prorata des mois pour lesquels les comptes courants d'associés ont été laissés. Et un point du coup annexe, c'est que l'avance peut aussi concerner la partie TVA et éventuellement subvention. C'est-à-dire que pour ces deux postes-là, vous allez devoir, alors soit vous avez la trésorerie pour le faire, mais en tout cas nous on peut bloquer une enveloppe d'avance si vous en avez besoin sur cette partie de avancer la TVA le temps du remboursement ou d'avancer la subvention le temps qu'elle soit activement présente sur le compte de la société. Et donc là, sur ces deux enveloppes-là, le taux annuel, il est de 3%. Sur la partie nef, donc on est sur une grille de taux dans le cadre de l'offre de partenariat où la nef finance sur des durées de 10, 12, 15 ou 18 ans. Donc sur les taux, en quelques exemples, sur 10 ans, la nef est à 2% en taux fixe, à 2,3% sur 15 ans. Et la nef peut financer jusque du coup 18 ans avec un taux à palier, qui peuvent aussi faire d'ailleurs sur une durée de 15 ans, de 1,6% les 7 premières années, puis de 3,2% les 11 années suivantes. Il y aura également du coup des frais de dossier à prévoir. Donc tout ça, c'est des choses que la nef vous présentera, enfin la nef énergie partagée vous présenteront de toute façon au moment de faire une offre commerciale sur laquelle vous pourrez vous positionner, à un moment donné, décider au sein du collectif si c'est le choix que vous souhaitez faire à la lumière des enjeux économiques et puis des choix stratégiques de la coopérative. Donc les frais de dossier de 1% sur le montant du prêt, une souscription de part sociale de la nef, et puis des garanties que la banque va vous demander. 3 types de garanties à avoir en tête, c'est une cession d'AI sur les créances de l'acheteur en obligation d'achat, donc EDFOA ou NRCOP. C'est-à-dire que si, mais comme tout type de garantie, hein, idem pour la délégation des assurances de fonctionnement de la centrale et les indemnités de résiliation du bail que j'ai indiqué après. Pour ce type de garantie, elles ne sont activées que si vous êtes en situation de ne pas pouvoir payer les échéances de l'emprunt bancaire. Dans ce cas, la banque peut, si elle le souhaite, activer ces garanties, et notamment sur la cession de créances EDF ou NRCOP. En fait, du coup, la nef, en ayant cette garantie, peut bénéficier de la facture, du paiement de la facture d'EDF ou d'NRCOP, et l'obtenir directement sur son compte, non pas sur le compte de la société, mais sur le compte bancaire, pour pouvoir en priorité se rembourser et ensuite reverser à la coopérative le montant de la facture restante. Donc c'est vraiment une forme de garantie que demanderont très probablement la majorité des banques pour travailler avec des projets de type énergie renouvelable pour se sécuriser, et c'est ce qui leur permet notamment de pouvoir prêter sur des montants, sur des taux, sur des ratios aussi importants que ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc 70 ou 80%. Voilà, alors du coup sur la mise en œuvre, je vais peut-être vous dérouler très rapidement les 4 slides, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est là je vais dérouler un certain nombre de pièces ou de documents nécessaires pour activer l'offre, pour débloquer le prêt de la nef. L'objectif, ce que je souhaite peut-être faire passer comme message, c'est l'intérêt de l'offre, c'est que du coup, vous ne devez pas attendre d'avoir absolument toutes les pièces que la nef demandera pour mettre en place le prêt avant de solliciter l'offre, puisque du coup, l'intérêt de l'offre, c'est de pouvoir accélérer tout ça et de bénéficier de la trésorerie vous permettant de lancer le chantier sans avoir le prêt de la nef sur le compte. Donc l'idée, c'est plutôt pour vous d'avoir une vue globale et une compréhension de tous les documents que la banque vous demandera pour pouvoir
bien aborder les points étape par étape et être certain de lever toutes les demandes administratives, documentaires de la banque. Mais c'est pas un prérequis pour lancer et accélérer la mise en service des centrales. Et pour faciliter tout ça, parce qu'on a du coup là financé une petite dizaine de projets dans le cadre de cette offre depuis 2018. Clairement, il faut qu'on s'améliore sur l'échange de documents facilité entre les porteurs de projets, énergie partagée et la nef pour que ce soit plus fluide et qu'il y ait moins de pertes de temps dans le volet administratif de cette offre. Donc l'étape 1 pour vous, pour que vous puissiez avoir une offre voilà, de financement sur le long terme par énergie partagée nef, c'est d'avoir un BP pour la tranche à financer auprès de la banque, le planning de réalisation de cette tranche de toiture. Au stade de l'édition de l'offre, il n'y a pas nécessité d'avoir des baux signés. Néanmoins, la nef, comme énergie partagée, on va regarder si vous avez un projet de bail, et notamment ce qu'il faut avoir en tête sur les baux, c'est que la nef va financer sur le long terme. Si vous avez avec le propriétaire de la toiture travaillé sur une convention d'occupation temporaire, si c'est un, un bâtiment du domaine public, une toiture du domaine public, ou un bail civil sur la durée de vie du projet, si on est sur des toitures inférieures à 36 kW crête. Si vous partez sur un bail civil, donc ça posera pas de problème sur vis-à-vis du financement de nef si cette toiture elle est inférieure à 36 kg. Simplement la nef demandera une garantie que j'ai évoquée, que j'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire que prendront une indemnité sur une des clauses du bail qui est une garantie sur une des clauses du bail qui est celle des indemnités de résiliation. Donc c'est notamment pour ça que le projet de bail devra être demandé au moment où on voudra vous faire une offre, c'est qu'on va vérifier qu'il y ait bien cette clause d'indemnité de résiliation qui est prévue dans le bail. Pour les toitures supérieures à 36 kW de crête sur des bâtiments privés, la nef vous demandera de passer sur un bail amphithéotique, un bail constitutif de droit réel. Je ne l'ai pas indiqué là, mais le bail à construction sera accepté aussi pour la nef. Pour l'instant, on n'en a pas vu passer, mais ça peut être une option. Voilà, en fait, les 3 ou 4 pièces, la quatrième étant si la structure juridique existe déjà et qu'il y a déjà une activité, les derniers bilans, les détails des prêts en cours, les points sur les charges existantes et actuelles de la structure, les relevés de production de la centrale. Donc ça, c'est pour les structures qui ont déjà une activité. Donc, en fait, avec ces éléments-là, vous pourrez avoir une offre de financement sur laquelle vous pourrez, du coup, qui vous permettra de vous donner de la visibilité sur comment cette solution-là peut vous aider à financer le projet. Et ensuite, libre à vous d'aller solliciter d'autres banques, de vous poser la question de peut-être financer entièrement en fonds propres ou avec plus de fonds propres. Enfin là, c'est propre à votre choix au sein de vos instances. L'idée, c'est qu'à l'étape 2 sur laquelle tu peux passer, Eric, si vous validez l'offre, qu'on puisse ensuite nous l'instruire dans nos comités d'engagement pour pouvoir l'activer effectivement. Voilà, donc là, à ce stade-là, ce sera des éléments plus aboutis qu'on vous demandera pour chaque toiture, d'avoir les autorisations d'urbanisme accordées, les demandes de raccordement réalisées, les baux signés, des devis d'installation, d'assurance, de maintenance, et puis une carte d'identité du représentant légal. Ça nous permettra de passer dans nos comités de crédit, comité de crédit nef et comité d'engagement d'énergie partagée, de vous envoyer du coup les lettres d'offres engageantes nef énergie partagée, et puis pour énergie partagée de commencer à souscrire une part au capital de la coopérative pour pouvoir ensuite verser les comptes courants d'associés court terme.
Et du coup, l'étape 3, pendant la construction, pendant que vous avez du coup tous les éléments, on va dire en termes de trésorerie pour financer le projet, en parallèle de ça, vous vous mettez en organisation et toujours en étant en lien avec Énergie Partagée, de produire les différents documents que la nef demandera pour vous éditer le contrat de prêt et puis débloquer les fonds des réceptions des consuels de chaque centrale, enfin les fonds qui vous permettront de rembourser les comptes courants d'énergie partagée. Voilà pour la. Donc là, c'est la liste de pièces. Hein, s'il y a des questions, je les prendrai, mais je liste pas. Et du coup, Vous aurez la liste et du coup vous aurez la liste exhaustive puisque là sur je pense en l'ouvrant sur mon PC il y a eu un petit défaut d'affichage et tout n'apparaît pas, mais vous aurez le support de présentation et dans lequel je veillerai bien à ce que ça rentre bien dans le PDF quoi. Voilà. Ok. Et du coup sur la 4e étape, c'est voilà, là c'est des documents plus d'ordre, non pas liés aux centrales, mais liés à la société, au représentant légal et puis au document nef à compléter, qui permettront de débloquer les fonds et de pouvoir entamer l'étape voilà, d'exploitation et avec la durée de l'emprunt sur le long terme, selon l'offre que vous avez validée. Je pense que c'était tout pour moi. Peut-être prendre les questions s'il y en a du coup. Oui, alors il y a quelques questions pour toi Sylvain. Question de Marie-Geneviève. Comment EPI peut-elle fixer le montant de son prêt à court terme alors que l'accord nef n'est pas encore connu ou acquis? Alors attends, je la reprends pour voir la question. Ça sera plus simple pour moi. Je la retrouve pas. C'est comment en gros comment EP peut affirmer comment EP peut s'engager à prêter de l'argent alors qu'on ne sait pas encore si la nef va accorder le crédit. Ouais, ok. Alors c'est une instruction conjointe, donc au moment où Énergie Partagée avance l'argent, la nef a déjà émis l'offre et si tu reviens à l'étape 2, Énergie Partagée verse les fonds à la fin de cette étape, donc une fois qu'on a les documents que j'ai listés par centrale. Et cette étape-là permet à la nef de passer en comité de crédit et donc de notifier son accord de mise en place du crédit. Donc en fait, au moment où Énergie Partagée verse les fonds, nous on sait que la nef pourra mettre en place le crédit sous réserve d'avoir voilà la liste des pièces exhaustives, mais qui sont a priori obtenables, on va dire, à l'issue de la mise en service des centrales. Donc c'est pas sans risque pour Énergie Partagée. Hein. Il y a quand même ce qu'on appelle un risque de construction. Il peut y avoir des aléas sur le chantier, avec l'installateur. Notamment, les délais peuvent être rallongés. Mais a priori, toutes les formalités administratives de raccordement, d'autorisation administrative, de type urbanistique, les baux, le devis d'assurance, toutes ces choses-là sont déjà calées au moment où Énergie Partagée avance les fonds. Donc le risque, il est vraiment sur la partie chantier et construction. Donc il est acceptable en tout cas c'est pour Énergie Partagée quelque chose qu'on peut accepter. C'est pas gratuit, hein, donc d'où le 5% de taux aussi, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en tout cas. Bon, du coup, ça répond en même temps à la question de Nicolas. Que se passe-t-il si le dossier n'est pas satisfaisant pour la nef à l'étape 3? En fait, c'est que des pièces administratives, mais du coup, tout le contenu aura été validé avant, donc il n'y a pas de risque à cette étape-là. Question de Gilles. Si on fait une première demande de prêt pour la moitié de la grappe, est-ce qu'il faut présenter un BP partiel pour seulement la moitié ou est-ce qu'on présente le tout complet en disant qu'il y a une première tranche et une deuxième qui arrive par la suite? Vous pouvez montrer le BP complet, mais il faut, pour moi, avoir
un BP qui est en phase de la demande de financement que vous faites. Puisque du coup, sur la deuxième partie des toitures, il reste des aléas de type développement qui font que, en fait, la banque va pas vraiment regarder cette partie-là en se disant, ben, je la financerai, la demande de financement reviendra quand le projet sera dérisqué dans sa phase de développement. Donc du coup, le BP que vous devez amener à la banque, c'est bien un BP qui concerne la demande de financement que vous formulez à la banque. Donc si c'est pour 6 toitures sur un projet de 10 toitures, il faut bien un BP pour les 6 toitures pour voir si en fait si vous faites pas les 4 suivantes, est-ce que ça va quand même être tenable ou pas. Voilà, exactement, ouais. Exactement. C'est ce que va chercher à comprendre la NEF et EPI pour vous financer, quoi. Quel risque ils prennent. Et si c'est juste des délais qui vont vraiment se décaler, bah, vous avez peut-être des pièces qui justifient voilà, des promesses de bail pour les 4 toitures suivantes, des choses comme ça, qui vont permettre de se dire, OK, les 4 projets suivants, il y a une forte probabilité qu'ils viennent. Du coup, on considère qu'ils seront bien présents et on peut peut-être les prendre en compte, notamment dans la capacité à rembourser après toutes les charges fixes de la COP. Ok, pas d'autres questions. On a largement éclaté le temps prévu, donc je m'en excuse parce que c'est moi qui ai beaucoup débordé. En même temps, voilà, ces formats d'1 heure, ils sont quand même très courts. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Tous les supports que vous voyez, que vous avez vus, on va les mettre à dispo sur le site. Donc, vous aurez le lien vers la vidéo et les supports en PDF de tout ce qu'on s'est dit. N'hésitez pas en fait encore une fois à repartager ça avec tous les membres de vos COP, puisque c'est bien l'objectif, c'est que ce soit des éléments pédagogiques qui permettent à ceux qui sont pas encore pros de tout ça, qui sont pas encore bien expérimentés sur ces sujets-là, de monter en compétences. Et vous aurez le lien aussi, mais vraiment tous les projets que vous sortez, merci de nous envoyer les chiffres et de partager les chiffres au moins globaux d'investissement, de coûts de panneaux, coûts d'onduleurs, de maintenance, etc. Pour que ça donne des billes aux suivants pour remplir le BP quand on n'a pas encore de devis. Et ça donne aussi des billes pour se dire, tiens, mon devis il est peut-être un peu cher par rapport à ce qui se fait ailleurs. Je vais peut-être aller gratter un peu, voir ce que mon installateur me propose, etc., etc. Donc, il y a un fichier partagé qui est en lien sur toutes les pages liées au webinaire. Vous retrouvez le lien de ce fichier de partage d'infos. Donc, merci d'aller dessus, de prendre une colonne, vous remplissez vos infos. Et quand il y aura pas mal d'informations, on pourra commencer à faire un peu des stats et de vous renvoyer ça, vous dire en gros dans telle région le coût de l'installateur c'est tant, le coût de la maintenance c'est tant, etc., etc. Donc vraiment, merci à chacun d'aller remplir et de donner des billes aux petits nouveaux qui arrivent notamment, et puis de vous donner des billes entre vous pour comparer ce qui se fait. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et la suite de ce GT Modèle Eco, ça va être plus du travail en petits groupes sur des formules de calcul, des outils de calcul Excel, etc. pour affiner un peu, pour affiner les modèles. Et notamment, un des besoins, ça va être de recenser tous les types de calculs que vous faites. Par exemple, sur un loyer, il y a plein de formules différentes. Il peut y avoir un loyer fixe pendant 20 ans, un loyer indexé sur tel truc. Il peut y avoir un loyer qui est en partie fixe, en partie indexé sur le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi savoir ce que vous avez besoin de calculer pour qu'on essaie de faire un outil qui soit adapté à peu près à tout le monde et qui évite que chacun aille refouiller dans des formules, rajouter des choses dans son coin et qu'à la fin, en fait, notamment quand moi je suis sollicité pour aider des coopératives à lire le modèle éco, on tombe toujours sur des fichiers qui disent pas du tout la même chose et c'est toujours un peu problématique pour savoir, pour avoir un degré de confiance dans les outils, quoi. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir un outil partagé dans le réseau qui soit plus carré. Hop, parfait. Merci Sylvain pour le partage du lien. Donc vous l'avez là et puis vous le retrouverez sur toutes les pages des webinaires Modèle Eco. Eh bien, sur ce, bon appétit à tous et à très bientôt.